Je vous remercie beaucoup, Olivia Mokijewski, d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Bonsoir. Bonsoir. Dans ce moment évidemment forcément douloureux et lourd pour vous, nous apprécions particulièrement que vous ayez quelques minutes à nous consacrer sur Europe 1 pour évoquer votre papa. On dit depuis tout à l'heure un homme au parcours totalement singulier, totalement original. On sentait dans ses films un mélange de rage, de colère et d'une immense tendresse. Est-ce que ça correspondait à l'homme qui était votre papa, Olivia ? Alors, rage, je ne sais pas. Par contre, en effet, c'est vrai que... Alors, je suis désolée que je m'entends en écho, mais rage, en tout cas, non. La colère, oui, une colère sur des sujets qui l'indignaient. Il avait toujours envie de dénoncer des choses, que c'était, enfin, ça pouvait être l'hypocrisie dans la religion, ça pouvait être de parler des SDF, des snobs. Ça, il y avait une vraie colère et une envie de justice pour mettre au grand jour, en fait, des sujets... que les autres, les autres en parlaient. Je suis désolée, je suis encore hyper réunie. Mais on mesure et on comprend totalement évidemment votre émotion. Et on voit dans ce que vous disiez, les titres des films au moment où vous parliez étaient en train de défiler pour nous, parce qu'évidemment, allusion directe à Mort l'arbitre, au Miraculé, à La Grande Lessive, ou au Linceul n'a pas de poche. Des films qui sont restés dans l'imaginaire des Français, qui les aient vus au cinéma ou en rediffusion à la télé. C'est le plus bel hommage qu'on peut lui rendre, ça. Je pense que c'est ce qu'il appréciait le plus. Il voulait faire du cinéma intelligent, mais accessible à tout le monde. Il détestait les choses snobs, trop intellectuelles, mais il voulait parler de choses très sérieuses et de façon intelligente, mais un peu satirique. Mais dans chacun de ses films, il y avait toujours un message finalement assez sérieux, même s'il y avait deux personnes toutes nues en plein milieu. Voilà, c'était son côté... très provocateur, très amusé aussi par tout ça, un peu cynique, mais il y avait une vraie sincérité dans tous ces films. Et là, on allait commencer un film en septembre, et voilà, il a encore tourné à son âge, il tournait il y a encore un mois et demi, il avait une fréquence de 3 longs métrages par an, et en fait, nous on savait qu'il allait jamais s'arrêter. En fait, il avait toujours des sujets à aborder, toujours des sujets qui l'indignaient, avec une volonté de faire bouger les lignes. D'où venait, selon vous, cette frénésie qui l'habitait depuis le début, puisqu'il a commencé très jeune à être figurant. Il a suivi les cours de Louis Jouvet du côté de Nice, puis on l'a vu aux côtés d'immenses réalisateurs à apprendre son métier. Je pense à Visconti ou à Fellini, et que lui, il était porté, j'allais dire, par cette frénésie créative et cet amour permanent du cinéma jusqu'au bout, puisque vous nous disiez qu'il s'apprêtait encore à tourner. Ça vient d'où, cette frénésie ? Je pense qu'il avait, il avait déjà l'angoisse du temps qui passait. Donc il fallait faire le plus de films possible dans une vie, parce qu'il avait tellement de choses à dire qu'il fallait multiplier les projets. Je pense qu'il était tellement passionné, tellement habité par cet art, qu'en fait, il écrivait plein de scénarios en même temps. Il était encore en train de tourner un film qui parlait déjà du prochain. Et c'était vraiment, il était totalement habité jour et nuit par ça. À la nuit, il lisait des séries noires, il dormait très peu, et voilà, il avait toujours une envie très grande de mettre en image tous ces délires, ou toutes ces colères, ou toutes ces indignations. Et il voulait s'exprimer, il avait un vrai besoin de s'exprimer sur les sujets de notre société. En permanence. Ouais, je dois vous dire, j'animais une émission autour de la Coupe du Monde il y a un an à Europe 1, et nous l'avions reçu, évidemment, le réalisateur de À mort l'arbitre. On avait passé ensemble un moment délicieux. Alors, un petit peu déjanté, il faut le reconnaître. Il était focalisé sur les hooligans russes qui le renvoyaient évidemment à son film À mort l'arbitre. Je vous propose, Olivia, on va écouter forcément sa voix. Il y avait eu ce très beau moment sur Europe 1, une longue interview avec Frédéric Tadei, et il venait de publier son livre intitulé, là on sent la patte Mocky, je vais encore me faire des amis, et il parle d'une chose importante pour lui, et vous allez l'évoquer avec nous après, sa tribu. Non, Bourvil, c'était mon frère. Et Jacqueline Maillan, c'était ma sœur. Vous voyez, donc en fait, c'était une famille, mais une fausse famille, parce que c'était une famille qui se réunissait que de temps en temps. Et c'était pas une famille constante. Mais on a eu quand même des appuis depuis sur 60 ans. J'ai été appuyé par beaucoup de gens très bien, Gabin, des gens comme ça, Fernandel.
Mais aujourd'hui, disons, la différence entre ces gens-là, c'est que ces gens-là aidaient les artistes. Il faut penser que Michel Simon a aidé Jean Vigo, Jean Renoir. C'est-à-dire, l'artiste de cinéma, à l'époque, il était capable de gagner des millions dans une connerie et de les remettre dans un truc intelligent. Alors qu'aujourd'hui, dans tous mes jeunes acteurs, ou même plus vieux, il n'y en a pas un, à part Jacques Villeray. Il l'a fait pour moi, mais c'est le seul. Ça se fait de plus en plus rare. C'est les vieux qui font ça, mais les jeunes... Voilà ce que je disais. J'imagine que c'est frissonnant pour vous d'entendre cette voix. Mais sa tribu, moi, il me faisait souvent penser au personnage des romans de Monsieur Malocène de Pénac, lorsqu'il a notamment racheté le cinéma Le Brady dans le 10e arrondissement de Paris, qui était en haut lieu de la Nouvelle Vague dans les années 60. Quand il a racheté à la fin même le cinéma Action École que tous les cinéphiles connaissent au Quartier Latin, qu'il a appelé, et là c'est du moquis dans le texte, le Desperado, où il diffusait ses propres films. Il avait besoin d'avoir aussi cette tribu autour de lui, Olivia. Sa tribu, en fait, il parlait toujours du Moki Circus. Donc là, il cherchait un théâtre. Il voulait absolument appeler ça le Moki Circus, qui allait en fait réunir à la fois dans sa tribu, c'était à la fois les gens qui aimaient ses films, mais c'était aussi évidemment ses acteurs, c'était sa famille réelle. Et il a toujours aimé, en effet, de créer ce monde autour de lui. Donc parfois, il disait, je suis un peu comme un parrain sicilien, j'ai besoin d'avoir ma tribu autour de moi. Et il aimait bien cette image-là. Donc il voulait un univers. Et dans cet univers, il y avait des gens qui avaient un physique toujours très particulier, toujours des gens différents, qu'on n'aurait pas vu dans d'autres films. Surtout pas des films typiques très intimistes, très français, avec des gens très bien habillés, très beaux. Non, les loges sur les films, c'était dans les toilettes d'un restaurant. Rien ne ressemblait aux autres films ou aux autres cinéastes. Et je pense que c'est pas du tout parce que c'est mon père que je dis ça. Mais je vous confirme parce que je ressens exactement la même chose en vous attendant, moi qui ai tellement aimé Solo, tellement aimé l'Ibis Rouge également dans les années 70. Et parfois, Olivia, les acteurs aussi, il parlait là de Viré, savent lui rendre hommage. Je vous propose d'écouter quelques secondes de la réaction que Josiane Balasco nous a fournie lorsqu'on lui a appris le décès de votre papa. Écoutez. C'est un metteur en scène excentrique. Il a fait des films vraiment hors normes, formidables. C'est quelqu'un qui avait le démon du cinéma. Alors, ce qu'on racontait sur lui, c'est qu'il avait tout le temps envie de travailler extrêmement vite et il arrivait à peine sur un décor qui disait moteur alors que la caméra n'était même pas installée. Je crois qu'il avait une frénésie comme ça à travailler et il a travaillé pratiquement jusqu'à la fin, parce qu'il avait acheté un cinéma, le Brady, où il projetait des films. C'était un fou de cinéma. Il a fait des choses qui sont des classiques. C'était comment de travailler avec lui ? Mais c'était assez rigolo. Moi, je me suis bien amusée. J'avais une scène notamment où je violais Michel Blanc, ce qui est toujours un plaisir. C'est quand même un film où il a passé son qualifié de son temps à poil. Il n'y a que Moki pour persuader les acteurs, surtout Michel, de faire une chose pareille. C'était un personnage en couleur. Réaction très 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 forte de Josiane Balasco. Vous imaginez, on parle d'une personne qui vient de disparaître et il y a ce fou rire qu'elle a en parlant de lui. Finalement, il aurait aimé qu'on parle de lui comme ça, Olivia. Oui, alors il appréhendait vraiment ce moment. Il en parlait de temps en temps. Il voulait tourner jusqu'à la fin. Mais il tournait d'ailleurs jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que je pense que nous, on a vécu la fin de scène aujourd'hui qui aurait pu très bien être tirée dans de ces films. Donc il y a toujours des choses étonnantes dont il s'inspirait en permanence, qu'il voyait dans la vie, dans ce monde un peu différent. Mais quand on dit qu'il était excentrique, c'est vrai qu'il était excentrique. Mais par exemple, je suis persuadée, et lui était persuadé, que tous ces derniers films qui ont été un peu moins connus, moins distribués et tout ça, seront découverts après sa mort, il en était sûr, et il pensait être assez avant-gardiste dans certaines choses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait en partie racheté l'Action École pour donner une visibilité à ses films. Il était à ce moment-là en guerre contre les producteurs, les distributeurs et le cinéma aseptisé. Il était lui à l'inverse. On parle peut-être pas suffisamment, Olivia, de ses origines. Il est né à Nice en 1929, mais ses origines russo-polonaises, le grand-père tchétchène, c'est quelque chose qui est fondateur également de sa personnalité.
Il a eu une enfance qui n'était pas très facile, élevé un peu à la dure, il est parti très tôt de chez lui, il voulait faire absolument du cinéma, il avait sauté plein de classes, il a eu son bac très jeune, et c'était quelqu'un qui rêvait, il a toujours voulu faire du cinéma, mais il était dans un milieu qui n'était pas du tout ni cinéphile, ni vraiment proche du cinéma. Et il s'est fait tout seul, comme on ne peut plus vraiment se faire aujourd'hui, c'est en apportant le café sur les films de Fellini, et puis en grimpant ainsi, en faisant ses preuves. Et c'était une époque encore où on pouvait réussir avec cette passion et voilà, en connaissant personne, en n'ayant pas de piston, tout ça. Et je pense qu'il aimait vraiment le cinéma, mais au sens pur. Il n'aimait pas les films français qu'il voyait aujourd'hui. Il n'aimait pas les choses intimistes. Il n'aimait pas les acteurs qui se ressemblaient tous. Il n'aimait pas les gens qui étaient beaux. Il disait il faut s'adresser à des gens comme tout le monde, quoi. Il ne faut pas montrer que des gens très bien maquillés, très glamour. Il faut parler de vrai, en fait. Et je pense que c'était vraiment ça. C'était cette sincérité qui était lié aussi à l'univers et dont il venait, quoi. Et qui touchait énormément le public. Nous avons eu des témoignages tout au long de notre émission ce soir sur Europe 1 de spectateurs. Ça venait de Bretagne, ça venait de partout en France qui se reconnaissaient dans ces films. Alors pour certains, c'était évidemment le drôle de paroissien. Tout le monde revoyait Bourvil et son caramel mou en train de piller les troncs des églises de France. D'autres, c'était le Serrault ou Eddie Mitchell dans Le Miraculé ou dans À mort l'arbitre. Son registre à lui était celui d'une sincérité qui est peut-être justement d'un autre temps et d'un autre monde. Il avait le sentiment par moments, selon vous, Olivia, d'être trop décalé par rapport à ce qu'était devenu le monde et ce qu'était l'époque? Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, quand on regarde par exemple, le dernier film qu'il a fait, qui s'appelait Tous flics, il a réussi à avoir, il avait une équipe déjà technique qui était très jeune, très amusée par ce qu'il faisait. Ses assistants sont des garçons qui avaient à peu près 30 ans, donc il était toujours entouré de gens très jeunes et qui le trouvaient lui très moderne, qui s'amusait beaucoup avec lui. Les gens voulaient, même s'ils payaient très mal les gens voulaient quand même revenir faire des tournages avec lui parce que c'était un bon moment, un peu rock, un peu underground. Et donc, il était très à la page, au contraire, parce qu'il regardait beaucoup de choses à la télé, il connaissait quand même beaucoup de choses. C'était pas non plus le dinosaure de l'époque Fellini qui était transposé dans un monde qui aujourd'hui n'avait plus de sens pour lui, quoi. Il était, je trouve, moi, très moderne encore, et on le voit dans ses derniers films, parce qu'il y a des références, on pourrait très bien se dire que ça pouvait être quelqu'un de bien plus jeune, et c'est pour ça que c'est pour nous aussi un choc, c'est que moi, je voyais pas quelqu'un de 90 ans, je voyais un copain avec qui je rigolais, qui était mon père, et on se marrait bien, mais alors qu'il n'a eu pas, et qu'on a pas mal de différences d'âge. Mais j'ai pas jamais vu le vieux monsieur. Oui, mais je comprends tout à fait votre réaction. Et ben de ça, justement, il en parlait sur Europe 1. C'était avec Carl Zero dans Culture Culte, diffusé le 4 août. L'émission avait été enregistrée au mois de juillet. Il venait donc de fêter ses 90 ans. Ben, écoutons ce qu'il disait à Carl sur qu'est-ce qu'un film culte. Alors le culte, ça vient du fait que les gens, à l'époque où il sort, sont habitués à voir des conneries, enfin des trucs normaux, disons, et ils zappent tout ce qui est un peu particulier. Ce qui fait que pendant des années, les films, il y a des films qui restent maudits, ils restent dans leur tiroir, et finalement un jour quelqu'un les ressort et ça devient des triomphes. Moi j'ai l'exemple avec un film que j'ai fait avec Bourvil, je l'ai fait, il s'appelait la cité de l'indisciple père. Quand il est sorti, il n'a rien foutu. Et quelques années après, il est devenu le 99e film meilleur du monde. C'est pas mal, hein, ce qu'il disait il y a tout juste un mois, Olivia Mokijewski. Il était très fier chaque fois qu'il avait une reconnaissance. C'était quelqu'un, malgré les coups de gueule, le côté très provocateur, très grande gueule et tout ça, c'était quelqu'un d'extrêmement pudique et qui n'avait pas une grande confiance en lui. Il était toujours, c'est pour ça qu'il était toujours très proche de son public. Il passait des heures à parler à des gens qui aimaient ses films, donc il faisait des photos, il faisait les autographes, mais aussi il parlait de tout son cinéma, mais comme s'il s'adressait à un journaliste en fait. Il y passait des heures, et je pense qu'il avait pas, chaque fois il était surpris de dire mais ah bon, mais en fait on m'aime en fait.
Et là, dans les derniers temps, on savait qu'il n'était pas bien et Gérard Depardieu est venu le voir. Il m'a dit, tu te rends compte, je renoue avec le grand cinéma quand même. Et alors qu'il faisait partie du grand cinéma. Mais il a toujours eu ce côté genre, j'ai pas eu des Césars, j'ai pas de Palme d'Or. Pourtant, tout le monde me connaît, mais j'ai pas vraiment une grande confiance en moi. Alors que quand on lit sa vie, on voit qui a tourné et qui a fréquenté Cocteau, Raymond Queneau et tous les autres, quoi. Et Depardieu, comme vous venez de nous le dire à l'instant, ce monstre du cinéma. Écoutez, on est très touchés vraiment sur Europe 1, Olivia Mokijevski, que vous nous ayez accompagné dans cet hommage. Finalement, c'est la meilleure façon. Ces films seront toujours là, on pourra les voir, les revoir. Et la meilleure façon, c'était de parler de lui. Et merci d'en avoir parlé si bien, malgré, on l'imagine pour vous, la douleur et l'émotion du jour. Oui, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.